C'est l'une des plus grandes comédiennes françaises et pour la première fois, la Foire d'Angers a la chance d'accueillir Mylène de Mongeau. Très connue pour ses rôles dans Les Sorcières de Salem, Les Trois Mousquetaires, Fantomas, 36 Quai des Orfèvres ou encore Camping, elle est aussi connue pour être très proche des animaux et de la nature. Et c'est précisément sur le stand du Refuge de l'Arche que vous retrouverez Mylène de Mongeau au Parc Expo d'Angers le 1er mai de 10h à 17h. Elle sera là pour dédicacer son livre Animalement Vôtre, mais aussi pour faire connaître auprès du grand public ce refuge situé à Château-Gontier, en Mayenne. Mylène de Mongeau qui a gentiment accepté de répondre à nos questions sur Ciné-Web Radio. Elle nous parle de son actualité, de ses passions, la musique, le cinéma et les animaux. Mylène de Mongeau, bonjour. Bonjour. C'est un très grand honneur que de vous accueillir car vous êtes une très grande dame du cinéma avec une actualité très riche. Avec de nombreuses passions, on va y revenir sur ces passions. Je pourrais vous retenir pendant des heures pour parler de votre carrière. D'abord, petite présentation tout d'abord. Vous êtes né à Nice, de nationalité française. Alors justement, j'ai regardé votre bio, je pensais bien vous connaître finalement. Vous avez une vie extraordinaire, maman ukrainienne d'origine, c'est bien ça ? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, je pars en Ukraine dans 15 jours pour le festival que maintenant les Ukrainiens, enfin la ville de Kharkov, nous consacre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Lilas de Kharkov et qui était l'histoire de la vie de ma mère. Et ce livre a touché beaucoup de monde, y compris la fameuse Catel Muller qui a fait Olympe de Gouges et qui en fait un roman graphique qui va sortir l'année prochaine. Vous voyez, c'est ce livre qui est assez âgé, maintenant a toute une histoire qui continue. Et donc les Ukrainiens me font un hommage à maman et à moi. Et chaque année, maintenant, je vais en Ukraine pour le festival de Kharkov où nous avons amené il y a 3 ans Pierre Richard, il y a 2 ans Jean-Paul Belmondo, il y a 1 an Alain Delon et ça devient très chic. Voilà. Un papa d'origine italienne, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, moitié italien, moitié niçois. À l'époque où Nice voulait devenir italienne, donc il y a eu toute une grande bagarre et mon arrière-grand-père s'est battu aux côtés de Garibaldi pour que Nice reste italienne et ils ont perdu. Et je voyais que votre grand-maman aussi était comtesse. Oui, absolument. C'est une vieille famille noble qui a même accueilli Napoléon chez eux. Mon arrière-grand-père a accueilli Napoléon qui voulait absolument épouser sa fille, donc il a été affolé parce que la petite n'avait que 14 ans. Et il s'est dit, oh là là, ce jeune général, il est très dangereux, il faut qu'il foute le camp vite fait. Enfance à Nice, ensuite vous allez partir un petit peu sur Paris également, c'est bien ça ? Oui, j'ai vécu longtemps à Montpellier, et puis ensuite à Paris. On a du mal à le croire, mais vous disiez que vous aviez un physique un petit peu ingrat à l'époque. Quand j'étais jeune, que j'étais petite, j'étais absolument immonde. D'abord parce que je louchais affreusement, et vous savez, quand les enfants louchent, ils se tiennent à l'écart et le plus voûté possible, en ne regardant pas les gens pour que les gens vous regardent pas, et tout ça, ça vous arrange pas. Quelqu'un a dit un jour, très justement, qu'on devenait beau quand on avait du succès. Et je crois que c'est assez vrai. Et vous préfériez donc la vie rêvée du cinéma, même si votre première passion, c'est quand même la musique. Justement, quand mon père s'est rendu compte quand j'avais 4-5 ans que j'étais très douée parce que j'entendais des trucs à la radio et immédiatement il y avait un piano dans l'appartement qu'on nous avait loué et je rejouais tout de suite ce que je venais d'entendre à la radio. Donc il a été étonné, content, heureux parce qu'il aime beaucoup la musique et j'ai commencé à apprendre le piano et ça a été ma première vocation, je voulais devenir pianiste. Et puis, c'est vrai qu'en plus, le piano était pour moi merveilleux parce que ça me permettait d'être à l'écart des autres enfants et de travailler 4 à 5 heures par jour enfermé dans une cellule, surtout au couvent, mais tout le monde me foutait la paix, donc c'était magnifique pour moi. Puis parallèlement à ça, effectivement, il y a eu le cinéma, puisque toujours pour rester seul le plus possible, dès que, je sais pas, à l'époque c'était le jeudi, je crois qu'on n'allait pas à l'école, et puis le samedi, le dimanche, moi j'étais au cinéma toute la journée, parce que dans les salles obscures, personne ne me regardait. Donc j'ai vu quantité de films et j'ai beaucoup rêvé, énormément rêvé. Voilà, et puis un jour le rêve est devenu réalité et ça vous rend un peu dingue, quoi. Et quelles sont les personnes, les acteurs qui vous font rêver à cette époque-là ? À l'époque, j'avais une passion pour Rita Hayworth et j'avais une passion pour Ingrid Bergman que je trouvais sublime. J'adorais Micheline Prel et j'adorais tous les films. Et les films Le Diable au corps, je crois que comme j'étais amoureuse de Gérard Philippe, j'ai dû voir Le Diable au corps 14 ou 15 fois sûrement, sinon plus.
Et puis avant Gérard Philippe, j'avais eu un Béguin pour Jean Marais, dans l'Éternel Retour, où il était d'une beauté absolument stupéfiante. Et puis les films de Cocteau que j'adorais, La Belle et la Bête. Enfin, non, j'ai eu une belle culture de cinéma. J'ai vu des beaux films. C'est vrai que j'arrête pas de dire aux mômes aujourd'hui qui ont envie de devenir acteurs, mais allez à la cinémathèque et découvrez le cinéma de la grande époque. Et Barbara Stanwyck et Bette Davis et toutes les magnifiques actrices qu'il y a eu, avec des rôles de femmes sublimes, ce qui est plus difficile aujourd'hui. Marlon Brando aussi, hein, vous Oh la vache, ah bah oui, Brando, il était à tomber. Je crois que Brando, c'est mon premier émoi érotique. Ah, Le dos de Brando, quand il appelle sa femme, j'avais des frissons dans tout le corps. Ah oui, oui. Vous-même, vous prenez des cours de théâtre ensuite? Moi, j'ai été dans différentes cours, j'ai été chez Marie Ventura, chez René Simon, mais j'étais tellement timide. Ma timidité a mis longtemps à s'évacuer, hein, parce que vers 14 ans, on m'a opéré les yeux, donc je suis redevenue normale, donc j'ai commencé à me redresser et à oser regarder les gens en face. Et puis voilà, donc à partir de là, même, j'ai commencé à faire du mannequinat. Donc mes copines me disaient, mais viens dans les cours. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans les cours? Enfin moi, ma pauvre moi. Non mais viens. Donc j'ai été dans les cours. Et puis c'est comme ça que j'ai été choisie. Le tout premier film, c'était avec Léonide Mogui, le grand découvreur de stars qui avait lancé Pierre Angeli à l'époque, qui avait énormément de succès. Donc j'ai débuté dans Les Enfants de l'amour, c'est-à-dire que j'étais une toute petite jeune fille vierge et timide, et je me suis retrouvée devant Jean-Claude Pascal, les jambes écartées sur une table d'accouchement. Je crois que c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie, entre autres. Ensuite, vous donnez la réplique, évidemment, donc on le disait, à Jean-Paul Belmondo, il y a eu Tendre Voyou, David Niven également, Jean Marais, que vous retrouvez sur la série des Fantomas. Ça a été Les Sorcières de Salem, c'est-à-dire après avoir fait 2 ou 3 petits films comme ça, comme Les Enfants de l'amour, Quand vient l'amour, un film en Angleterre, etc. Rouleau m'a choisi pour Les Sorcières de Salem. Et Les Sorcières de Salem, c'était un gros projet à l'époque, parce que la pièce avait eu énormément de succès. Et il avait fait la pièce avec Yves Montand, Simone Signoret et Nicole Courcelles. Et au cinéma, il a eu envie de changer. Et il a cherché une jeune fille pour jouer Abigail. Et là, toutes les filles de Paris, tout ce que Paris peut compter de comédiennes, ont fait des essais pour Rouleau. Et puis, il m'en a fait faire 1, et puis il m'en a fait faire 2. Et puis finalement, il m'a dit cette fois que j'ai choisi. Et à partir de là, tout est parti. Parce que quand le film est sorti, les critiques ont été époustouflantes pour moi, et donc je me suis trouvée projetée dans la gloire, ce qui est quelque chose de difficile à vivre. Oui, et surtout, je crois que c'est Simone Signoret, il me semble, c'est sur ce film-là, qui croyait pas forcément en vous, enfin en tout cas, qu'il y avait une petite dent contre vous. Elle a été terrible, mais après j'en ai parlé avec beaucoup de gens de sa famille, et il n'y avait pas qu'avec moi qu'elle était terrible. Oui. Jalouse en fait, elle était jalouse. Non, elle était malheureuse. Ah. C'était une femme malheureuse. Je crois qu'elle était tellement belle quand on revoit Casque d'Or et tous ces films-là, qu'elle n'a pas supporté la dégradation de sa beauté, due en grande partie à l'alcool, hein, mais qu'elle n'a pas pu maîtriser. Il y avait cette anecdote, oui, cette avant-première, c'est bien ça? C'était la première projection chez Pathé, où pour la première fois, il y avait toute l'équipe technique, plus tous les producteurs, plus tout le monde, donc ça faisait une salle d'à peu près 120 personnes, si vous voulez. Et eux, ils étaient là, Montand et Signoret au premier rang, et moi, je me suis mis tout au fond, très discrètement, parce que j'avais une trouille bleue. Et puis, donc, le film se déroule, se termine, la lumière se revient, et quand la lumière revient, j'entends la voix de Simone qui dit « Eh ben, mon petit, tu pourras toujours faire des ménages !» Alors, quand vous avez 17 ans, vous avez envie de vous tuer, quoi. Bien sûr. C'est horrible. Bien sûr. Bon, et par la suite, je disais, des films comme Fantomas, enfin la série des Fantomas. Vous savez, il y a des gros succès pour moi, enfin des succès populaires, si vous voulez. Ouais. C'est évidemment Fantomas, grâce et à cause de De Funès. Et puis, Les Trois Mousquetaires, que les gens adorent. Et au Japon, en Russie et en Ukraine, je suis une reine à cause des Trois Mousquetaires, parce qu'ils adorent Milady. Et au Japon, j'étais une reine à cause de Faible Femme qu'on a fait avec Delon et qui a eu un succès extraordinaire. Et depuis un certain temps, je me bats pour essayer de faire sortir Faible Femme parce que c'est un film charmant, typique des années 60, brillant, joyeux, avec une atmosphère très différente des années
que nous vivons aujourd'hui. Hein. Oui. Et donc, ça serait très sympa de le revoir. Moi, je vous avais adoré, je me souviens, dans OSS 117 aussi, aux côtés de Frédéric Oui, Stefford. c'est sympa, ça, oui. Ah oui. Si on parle des films plus récents, également 36 quai des Orfèvres. Oui, Là- ça a été mon retour quand mon mari, Marc Simenon, est mort. Et pendant un certain temps, je suis restée très abattue, évidemment, parce qu'on avait quand même passé 35 ans ensemble, sans se quitter. Et Didier Long, le metteur en scène de théâtre, m'a traîné, m'a dit reste pas comme ça, tu vas piquer une déprime. Donc il m'a emmené jouer Beckett en tournée. Donc j'ai joué Beckett en tournée avec Bernard Giraudot. Mais vraiment, j'étais pas bien, je souffrais le martyre, je prenais des pilules pour la tachycardie, enfin tous ces trucs-là. Et puis petit à petit, j'ai remonté la pente. Et c'est vrai qu'Olivier Marchal, avec 36, m'a redonné une chance de revenir, et ça a été formidable. Et ce qui a été surtout formidable, c'est d'être nommé au César. Parce que pour moi, ça voulait dire, même si j'ai pas gagné, hein, mais ça voulait dire que la profession me disait « Ah tiens, bonjour, te voilà de retour ». Ouais. Et ça voulait dire aussi que dans cette honorable assemblée, il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour moi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et ça m'a redonné de l'élan. Et vous avez eu la même distinction, je crois, pour Californie, il me semble. Pour la hein. Californie, Ouais, tout à effectivement. fait. Mais là, c'est Marion Cotillard qui a gagné, donc je ne lui en Oui. veux pas parce que je la trouve extraordinaire. Donc j'ai pas râlé du tout. Les grands films populaires aussi avec Camping et Camping 2. Il y a plein de gens Oui, qui les vous connaissent Camping. sous le prénom de Madame Laurette. Pic, oui, mais les gens connaissent, les petits jeunes connaissent Ouais. Madame Pic, Bien effectivement. sûr, bien sûr. Ça dépend des générations, quoi. Ouais. Et vous retrouvez donc Claude Brasseur, avec lequel moi je vous avais beaucoup aimé dans Il faut vivre dangereusement aussi. Oui, et puis on a failli tourner ensemble il n'y a pas longtemps dans un film de Mocky qui s'appelle Madame Lucifer, qu'il m'a proposé. Donc j'ai accepté Madame Lucifer, c'est des 26 minutes qu'il fait pour la télévision. Et puis finalement on est arrivés là-bas tous les deux, et puis finalement on n'a pas tourné, c'est en train de devenir le film fantôme. Hein. Donc il y a une semaine, Mocky a rappelé en disant « Tu veux toujours faire Madame Lucifer ?» Je dis « Ben oui, j'adore le script, bien sûr que je veux le faire. » Elle me dit « Bon, ben alors ça sera plus Claude qui est occupé, ça sera Antoine Duléry. » Je dis « Ben très bien, je connais très bien Antoine Duléry. » Et depuis, plus de nouvelles. Donc c'est en train de devenir, Madame Lucifer est en train de devenir un film fantôme, ce qui me fait beaucoup rigoler. Puis un de ces jours, il va m'appeler en me disant « On tourne dans 3 jours. Ah oui, mais ça c'est Jean-Pierre Mocky, ça. Ça, » C'est absolument insensé. formidable. On va vous voir également dans Elle s'en va, un film d'Emmanuel Berco. Oui, c'est une petite participation, ça c'est court. C'est sympa et court. J'avais envie de travailler avec Emmanuel Berco et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. C'est une fille formidable et j'espère qu'on fera d'autres trucs ensemble. Mais surtout, ce que j'ai fait de très bon qui va sortir... là, j'ai fait la balade de Lucie avec Sandrine Bonner pour France 2 et j'ai fait pour France 2 avec Daniel Prévost que j'adore, Les Mauvaises Têtes. Les Mauvaises Têtes, ça devrait sortir à la rentrée et c'est très très bien. Et puis, autre actualité, autre passion, ce sont les animaux. Quand est-ce que est née cette passion pour les animaux déjà? Oh bah, depuis toute petite, j'avais la passion des chats parce que ma grand-mère en avait 5 et je passais ma vie à les toiletter, à les peigner, à les soigner parce qu'ils étaient un peu malades. Et alors je passais mon temps avec ces chats. Après, ma mère voulait pas de chat. Je l'ai tellement enquiquiné que j'ai réussi à avoir une chatte blanche que j'ai absolument adorée. Et puis après, quand je suis rentrée à Paris, il n'y avait pas d'animaux. J'ai pris un petit chat que j'avais trouvé dans une poubelle, mais le pauvre petit chat n'a pas survécu. Donc ça a été un des grands chagrins de ma vie à ce moment-là, avec maman d'ailleurs, qui a pleuré à peu près autant que moi, alors qu'elle n'aimait pas soi-disant les chats. Et puis après, j'ai connu Henri Coste, mon premier mari, donc lui, il avait un chat, donc on a eu 1, puis 2, et puis 3. Et puis j'ai divorcé, j'ai rencontré Marc, et alors Marc avait une passion délirante pour les animaux, tout autant forte que la mienne, mais beaucoup plus diversifiée, parce que lui, c'était tous les animaux de la terre qu'il aimait. Donc on a eu des serpents, parce que c'était un fou de serpents, comme Alain Bougrain-Dubourg, d'ailleurs, à l'époque, ils s'appelaient tous les deux mon frère. Je crois qu'Alain s'est bien fait piquer, d'ailleurs, de temps en temps, par... Enfin voilà, donc on a eu un lion, on a eu des mangoustes, on a eu un renard, on a eu des chouettes, on a eu de tout. Et à cause de ça, je suis allée souvent à la télévision. Et là, j'ai rencontré Christian Huchedet, qui est le patriarche du refuge de l'Arche à Château-Gontier. Parce que tout est lié dans la vie. Hein. Donc j'ai vu Christian pendant 20 ans à diverses émissions à droite et à gauche, et puis je le trouvais très sympathique. Marc aussi le trouvait très sympathique. On échangeait des propos, et puis bon, la vie fait que Marc est mort, n'est-ce pas, comme je vous disais tout à l'heure, et j'ai revu Christian pour je sais plus quoi, j'ai été inaugurer son vivarium,
et inaugurait son conservatoire de préservation des animaux. Et là-dessus, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne t'installes pas en Mayenne? Moi, j'étais encore à Porquerolles et je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'irais pas en Mayenne un jour? Et j'ai vendu Porquerolles et j'ai trouvé une ferme en Mayenne, une longère, ça s'appelle, et avec tout ce que je voulais, c'est-à-dire avec un plan d'eau, des fruitiers, des arbres et de la terre. J'ai trouvé le rêve de ma vie et je me suis installée pas loin, je suis à 6 kilomètres du refuge de l'Arche, ce qui fait que j'ai retrouvé toute la famille Huchedet. Christian, il avait perdu sa femme comme moi, j'ai perdu mon mari. Et on est devenus inséparables, si vous voulez. J'ai retrouvé une famille avec ces personnes-là, ce qui fait que je m'occupe beaucoup du refuge de l'Arche, beaucoup de sa promotion, parce que j'explique à Christian qu'à notre époque, aujourd'hui, ça compte énormément, hein, et que si les gens ne savent pas que vous existez, ben, il ne se passe pas grand-chose. Alors, avoir du savoir-faire et le faire savoir. Hein. Alors, je m'occupe beaucoup d'eux. Je vais aller à la foire d'Angers le 1er mai, j'ai passé la journée dans le stand du refuge de l'Arche. Et parallèlement à ce retour à la terre, si vous voulez, j'ai retrouvé l'agriculture, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais de la terre. Et comme j'étais déjà très très proche de Michel Onfray, si vous voulez, et j'ai une grande admiration pour Pierre Rabhi, je me suis plongée dans tous ses écrits, dans tous ses livres, dans l'agriculture intelligente et raisonnée, dans le fait que les gens ici, il faut absolument qu'ils développent le bio. D'ailleurs, on a de la chance parce qu'en Mayenne, il y a déjà, c'est assez important au niveau bio. Les agriculteurs sont en train de comprendre qu'on peut vivre bien et faire manger les gens sainement. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que nous sommes en bout de chaîne de la nourriture et que donc c'est très très important, un, qu'ils arrêtent de s'empoisonner, et deux, qu'ils arrêtent d'empoisonner la terre, et trois, qu'ils arrêtent de nous empoisonner en bout de chaîne. Donc c'est beaucoup de travail parce qu'il faut le faire comprendre aux gens petit à petit. C'est pas évident tout de suite. Et puis les gens, quand ils sont empoisonnés par une saloperie, ils ont peur de perdre leur boulot, donc ils ont peur de parler. Et puis il y a les grands groupes qui sont là, comme Monsanto et autres, qui font de la désinformation. Voilà. Donc je me régale. Voilà. J'ai une vie très très agitée. Oui, bien remplie. Et donc justement, pour en revenir à ce refuge de l'Arche, vous le dites, hein, ce n'est pas un zoo, même si on peut approcher des animaux. C'est ça qui est formidable. La dernière anecdote, la dernière histoire qui nous est arrivée, c'est que Christian a récupéré un serpent qu'on a ramené de Paris. Ce serpent avait été amené chez un type par un photographe. Et le photographe, quand il a fait ses photos, il s'est barré, il a laissé le serpent. Et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Et le type, il était affolé avec son serpent, il ne savait pas quoi en foutre. Il l'a gardé 8 mois. Ce serpent est arrivé au refuge, il n'avait pas mangé depuis 8 mois. Donc on a vu petit à petit le serpent retrouver la vie, se baigner, se laver, recommencer à manger. Et évidemment, il va rester agressif parce que l'homme, il n'en a pas de très bons souvenirs. Hein. Mais enfin, il est là, il a doublé de taille. C'est comme, on a aussi été chercher l'ours Martha, qui était dans un zoo du côté de Poitiers. Son frère était mort, son frère jumeau. Donc elle était toute seule dans une grande cuve en béton. Et les gens s'étaient un peu alarmés de cette situation. Ils ont contacté Bardot. La fondation Bardot a payé le transport de Martha. Et nous, avec Christian, on a été chercher Martha, qu'on a ramenée au refuge. Et aujourd'hui, Martha, c'est une beauté. Elle pèse 300 kilos au lieu de 100. Son poids, elle est redevenue splendide. Et c'est du bonheur de voir une bête tout d'un coup qui retrouve la joie de vivre. Ce sont plus de 1500 animaux, hein, je crois, dans l'Arche. Hein. Absolument. Et puis, il y a un très beau lion que Christian a élevé, qu'il a eu tout petit il y a 3 semaines. Donc, il est magnifique. Donc, dès qu'on arrive, le lion se précipite sur lui. Il y a des léopards, il y a des tigres, et tout ça, c'est arrivé par des gens, par des cirques aussi, quand on arrive de les emmener pour une raison. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques. Hein. Monsieur Bouglione est un copain, enfin, il me fait un petit peu la cour, il est très très sympathique, mais moi je lui dis, je peux pas aller au cirque, je peux pas aller voir les animaux dressés, c'est une atteinte à leur dignité, je supporte pas.
Donc j'y vais pas. Et donc vous serez présente, vous le disiez, donc à la foire d'Angers, ce sera Oui, le je vais 1er y mai. passer la journée. Donc là vous répondrez donc à toutes les questions sur, Oui. sur le refuge de l'Arche Oui. à tous les visiteurs. Oui, j'amène mes bouquins, je signerai mes bouquins. Exactement, vous qui avez sorti en effet des livres sur les animaux notamment. Oui, il y en a 2, j'ai fait sur les animaux, il y a 2 livres, il y a Animalement Vôtre, et puis il y a Les animaux de ma vie qui ont été illustrés par Catel Muller justement. Et le très grand plaisir donc de toutes les personnes qui pourront être présentes de vous rencontrer. Eh ben, écoutez, on verra bien, j'espère. J'en suis sûr. Mylène de Mongeau, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Bonne journée. Et retrouvez Mylène de Mongeau cette semaine le 1er mai pour la Foire Expo d'Angers, stand du Refuge de l'Arche de 10h à 17h.